Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Joanie, stagiaire en sexologie à la Maison de la Famille. En fait, je vous fais une petite vidéo aujourd'hui pour faire suite aux 2 ateliers que j'ai donnés sur le développement psychosexuel des enfants de 0 à 5 ans. Donc, pour ceux et celles qui étaient présents, vous savez, on a eu un atelier sur le développement psychosexuel des enfants de 0 à 5 ans et un autre atelier sur l'éducation sexuelle. Donc, en fait, c'était la suite du premier atelier. Et là, je voulais vous faire une courte vidéo, premièrement, pour faire un résumé pour ceux et celles qui étaient là, et surtout pour vous donner de l'information pour ceux et celles qui n'étaient pas présents à l'atelier. Donc, ça va être une courte vidéo, on va pas s'étendre, on va pas prendre trop de temps, mais je voulais prendre ce moment-là pour vous donner de l'information sur le développement psychosexuel parce que j'ai beaucoup de questions de beaucoup de parents à la Maison de la Famille sur des comportements qui se passent entre 0 et 5 ans. Donc, est-ce que c'est normal? Est-ce que ce l'est pas? Donc, j'ai beaucoup de questions comme ça. Je me disais qu'une petite vidéo, ça pourrait vous aider à répondre à certaines questions que vous pouvez avoir. Donc, premièrement, j'ai déjà eu la question, je l'avais faite dans une autre capsule, la sexualité, là, ça commence quand, ça finit quand? Donc, pour vous mettre sur une ligne du temps, la sexualité, là, ça commence dans la gestation. Donc, il y a des comportements sexuels dans la gestation et ça se termine quand on décède. Les comportements que l'on peut voir, évidemment, on les voit pas quand il y a la gestation, mais on les voit chez des bébés, des tout petits bébés là, qui ont 2-3 semaines, on peut voir des comportements sexuels. Lesquels? Chez la petite fille, on peut voir la lubrification vaginale, donc on peut voir certaines pertes vaginales. Chez le petit garçon, on peut voir des érections. Donc, des érections quand on change la couche, le vent, la sensation du vent, mais aussi la sensation du toucher. Quand on lave le pénis ou qu'on lave le pénis ou qu'on l'essuie quand on change la couche. Donc, ça peut provoquer des érections. Donc, vous voyez déjà là, il y a des comportements sexuels chez l'enfant. Pour faire un portrait global du développement psychosexuel, on va le séparer en 3 phases. Donc, on va avoir la première phase qui est la phase orale. Donc, on a la phase orale qui est de 0 à 15 mois. Et là, quand je dis des chiffres, là, c'est pas strict, parce que dépendamment des cultures, dépendamment de l'époque, dépendamment de de certains scientifiques aussi, les stades, ils peuvent varier au niveau des âges. Donc, ça peut être un peu après, un peu avant. Donc, il ne faut pas être strict sur les phases, mais moi, je vous donne un petit repère dans le temps. Donc, la phase orale, qui est de 0 à 15 mois, ça le dit, orale, c'est la bouche. Donc là, à ce moment-là, la zone érogène, c'est la bouche. C'est pour ça que l'enfant, en fait, il va tout apporter à sa bouche, de 0 à 15 mois, les doigts, les trucs par terre, tout ça. C'est à la bouche, parce que la zone érogène, c'est ici. Donc, les lèvres, la langue, c'est des zones qui lui procurent du plaisir. Donc, l'enfant de 0 à 15 mois, quand il tète, que ce soit au sein de sa mère ou au biberon, il y a un sentiment de satisfaction, un sentiment de plaisir. En fait, combler un besoin. Il va combler un besoin qui est l'affection. Parce que l'enfant, à cet âge-là, entre 0 et 15 mois et après aussi, là, mais surtout à cet âge-là, il a besoin d'affection. Donc, le parent répond à ça, mais lui, il répond à ce besoin-là en tétant. Principalement. Donc, oui, ça peut lui procurer du plaisir. Ça peut surtout lui procurer une sensation de satisfaction. Donc, on le sait quand le bébé, il tète. Vous avez déjà vu un bébé téter. Il va avoir les petites joues rouges. Il peut avoir chaud, en fait. Il peut avoir des petites sueurs qu'on va appeler, il va avoir chaud, il va faire des petits bruits avec sa bouche. Donc, c'est toutes des comportements, des manifestations qui démontrent de la satisfaction. Donc, voilà, entre 0 et 15 mois, c'est la phase orale. La zone érogène, c'est la bouche. Et l'enfant va avoir un sentiment de satisfaction. Il va retrouver le plaisir dans cette zone-là. Ça va aussi, justement, combler son besoin d'affection. Ensuite, on a la phase anale, la fameuse phase anale où que les enfants apprennent la propreté. Donc, c'est entre 15 mois et 2 ans et demi. Là, encore là, ça peut être un peu avant, un peu après. Donc, la phase anale, ça le dit, anal, c'est anus. Donc, la zone érogène, c'est l'anus.
Donc, la phase anale, comme je le disais, c'est la phase de l'apprentissage à la propreté. Donc, l'enfant, à ce moment-là, il va apprendre à se retenir et à se relâcher. Et juste cet apprentissage-là de se retenir, de se relâcher pour expulser les selles, et ça peut lui provoquer de la satisfaction, mais surtout du contrôle. C'est la première fois, en fait, là, que l'enfant va avoir du contrôle sur son propre corps. Et c'est très important à souligner parce que plus que l'enfant va vieillir, plus qu'on va lui apprendre à mettre ses limites, à avoir le contrôle de son corps. Mais déjà là, on le voit que l'enfant, à cet âge-là, il apprend à avoir le contrôle de son corps. Hein? Il va décider quand ça va sortir et il va décider s'il veut le garder. Donc, c'est des comportements de pouvoir que l'enfant veut avoir, doit avoir pour développer ça, ce sentiment de contrôle-là de son corps. Donc, c'est la première étape, en fait, d'autonomie chez l'enfant. Donc, on a la phase anale. Ensuite, la phase qu'on va plus s'attarder, c'est la stade génital, en fait. Donc, la phase génitale, ça le dit, donc c'est les parties génitales qui sont rendues les zones érogènes, en fait. Puis pas qui sont rendues, hein, parce qu'on le sait, tout le long de notre vie, les zones érogènes, ils disparaissent pas. Hein, vous le savez, la bouche, pour plusieurs personnes, ça reste une zone érogène toute la vie. Les lèvres, la langue, ça reste des zones érogènes. Donc, ça s'en va pas. Hein, c'est pas parce qu'il y a une phase que c'est ça qu'après ça s'en va. Donc, la phase génitale, c'est plus au niveau des parties génitales. Donc, les parties génitales, chez la fille, on a la vulve, le vagin, les grandes lèvres. Donc, chez le garçon, c'est le pénis, les testicules, le gland aussi. Donc, c'est les parties qui sont plus érogènes, plus sensibles, hein, dans le fond. Puis l'enfant, qu'est-ce qu'il va faire dans la phase génitale, dans le stade génital, qui est environ de 2 ans et demi à 5 ans? Ça peut être un peu plus, ça peut être un peu moins, dépendamment des enfants, dépendamment du milieu, tout ça. Donc, les comportements, et là, on y va vraiment dans les comportements qui sont adéquats à cet âge-là au niveau de la sexualité. On a premièrement la découverte de sa génitalité. Donc, l'enfant, en fait, il va vouloir découvrir son corps, évidemment, mais découvrir ses parties génitales, ses parties intimes. Lui, ce qui le différencie, en fait, des personnes du sexe opposé, c'est ses parties génitales. Donc, l'enfant va vouloir découvrir sa génitalité et aussi va vouloir découvrir peut-être la génitalité de l'autre sexe, qu'on va parler un petit peu plus loin, là, qui est un comportement aussi adéquat. Mais dans la découverte de la génitalité, c'est là que l'enfant va aussi nommer ses parties. Donc, nommer sa vulve, son pénis. Donc, c'est là qu'il va identifier ses parties intimes. Au même titre qu'identifier les autres parties de son corps. Hein. Donc, l'enfant va, à cet âge-là, à 2 ans et demi et plus, va, à cet âge-là, nommer ses parties de son corps. Hein. Donc, il va nommer les bras, il va nommer ses jambes, il va nommer son cou, son visage. Mais c'est là que la composante sexuelle embarque parce que, évidemment, lui, on va lui nommer, quand on lave ses bras, son visage, mais il va vouloir nommer ses parties génitales aussi. Hein? Donc, on les nomme, les parties génitales, on dit vulve, on dit pénis, on dit fesses, anus. Donc, on nomme ces parties-là au même titre que les bras et les jambes, par exemple. Donc, ce que ça va faire de découvrir sa génitalité, c'est que ça va l'identifier, en fait, à son sexe biologique. Donc, il va s'identifier à ça à la base. L'identité de genre, je fais une parenthèse, ça arrive un petit peu plus tard, ça. À cet âge-là, c'est vraiment, il va s'identifier à son sexe biologique. Ensuite, on a le jeu sexuel, donc qui fait suite à la découverte de sa génitalité. Comme je disais tantôt, l'enfant va peut-être vouloir découvrir sa génitalité à travers le sexe opposé aussi, de savoir à quoi ça ressemble, le sexe opposé. Donc, ça va se faire par des jeux sexuels. On a le fameux jeu du docteur, que vous avez peut-être déjà entendu. Donc, les enfants, ils jouent au docteur parce qu'ils vont chez le docteur assez souvent quand ils sont petits pour faire le suivi de la courbe de croissance, tout ça. Mais ils vont jouer à ça. Et en jouant à ce jeu-là, ils vont découvrir les parties de l'autre sexe, donc les parties intimes, la génitalité du sexe opposé. Et ils vont identifier leur sexe biologique
en rapport du sexe opposé. Donc, c'est vraiment important à cet âge-là, la découverte, parce que ils se posent des questions, les enfants. Si l'enfant voit, par exemple, son parent nu, parce que vous prenez votre douche avec, parce que vous lavez votre enfant dans la douche avec vous, et qu'il voit vos parties intimes, nécessairement, s'il compare ses parties intimes aux vôtres, ça peut être assez confrontant, hein? Il peut se dire pourquoi moi sont pas pareilles, mes parties génitales. Donc l'enfant, en ayant un jeu sexuel comme ça, en allant découvrir la génitalité de l'autre, va répondre à son besoin d'être rassuré. Donc, de se dire, OK, c'est normal, exemple, que mon pénis soit comme ça, hein, qu'il soit pas comme celui de papa. Donc, c'est normal que l'enfant ait des comportements comme ça. Qu'est-ce qui est important, c'est que le jeu sexuel doit se faire avec des enfants du même stade de développement. Hein, en fait, le jeu sexuel va devenir inadéquat lorsqu'il va être fait avec deux enfants d'un stade de développement différent ou d'un enfant et un adulte. Bien évidemment. Donc, quand le jeu est fait avec des enfants du même âge, du même stade de développement, c'est pas un comportement qui est inadéquat. Au contraire, c'est très adéquat pour la découverte de la génitalité et s'identifier aussi. Ensuite, on a la curiosité qui vient avec le jeu. Hein? Donc, l'enfant, en jouant avec ses amis, en découvrant la génitalité de l'autre, il va répondre aussi à un besoin de curiosité. Il est curieux. L'enfant, de 2 à 5 ans, mais même plus, là, les enfants, toute leur vie, vont poser des questions. Mais il y a beaucoup de questions à cet âge-là. Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi on est fait comme ça? Donc, l'enfant, pas juste dans la sexualité, mais en général, veut qu'on réponde à ces questions. Et les questions de sexualité sont souvent tabous, hein? On ne sait pas trop comment y répondre, mais l'enfant a quand même besoin de réponses. Hein? Il a quand même besoin de réponses, l'enfant. Donc, c'est important de combler ce besoin-là de curiosité. Donc, le fait de poser des questions, c'est un comportement qui est adéquat chez l'enfant. Ensuite, un autre comportement qui est adéquat, qui est normal, c'est la masturbation qu'on va appeler l'auto-érotisme, un petit peu plus chez l'enfant. Parce qu'en fait, l'auto-érotisme chez l'enfant, c'est un comportement qui favorise en fait la baisse d'anxiété, qui est faite d'une manière que l'enfant expulse une tension. Parce que l'autostimulation chez l'enfant, il n'est pas fait dans un but précis, hein, comme chez l'adulte. Donc là, quand on parle d'autostimulation chez un enfant, il faut absolument changer ses lunettes, OK? Il ne faut pas garder nos lunettes de sexualité adulte parce que ça ne fonctionnera pas quand on regarde la sexualité d'un enfant, parce que le but, il est différent. Hein, il est vraiment pas pareil. L'enfant, lui, son but, là, en faisant de l'auto-érotisme, c'est d'expulser une tension. Ça lui procure, oui, du plaisir, mais ce plaisir-là, surtout, ça le soulage. Ça soulage son anxiété. Donc, c'est vraiment une façon de le réconforter à ce moment-là. Un comportement qui pourrait être problématique, c'est si l'enfant, par exemple, utilise des objets, parce que des objets dangereux, là, on parle pas d'un toutou ici, là, parce que c'est un comportement qui est normal, mais si l'enfant utilise des accessoires qui peuvent être dangereux, qui peuvent blesser l'enfant, là, on va intervenir. Si il y a des blessures aussi parce que le comportement est fréquent, très fréquent, là, on va aller se questionner. Mais l'autostimulation chez un enfant, c'est très adéquat. Donc, la question à vous poser, c'est à quelle fréquence que ça l'arrive, à quel moment que ça l'arrive, dans quel lieu aussi. Donc, ça, c'est avec qui aussi, hein, parce que l'autostimulation, ça le dit, c'est auto. Donc, l'enfant, il n'est pas dans une sexualité à deux à cet âge-là. C'est vraiment lui-même avec lui-même. Donc, c'est des petits indices là, pour vous aider à vous positionner quand le comportement est normal et quand il ne l'est pas, finalement. Là, je vais très vite sur les comportements parce qu'on a quand même fait 2 ateliers de 2 heures sur ça, mais je veux vous donner les comportements qui sont adéquats pour vous donner une bonne idée. Ensuite, on a les comportements exhibitionnistes. Donc, vous avez probablement déjà vu votre enfant de 0 à 5 ans, mais surtout de 2 ans et demi à 5 ans, là, se déshabiller, courir partout, tout nu, dans la maison ou à la garderie, ça peut arriver. C'est un comportement qui est normal.
Statistiquement, c'est 80% des enfants qui le font, ce comportement-là. Donc, ils veulent se montrer, ils sont curieux, ils veulent... ils découvrent leur génitalité, donc ils veulent le faire découvrir aux autres. Et là, c'est aux parents d'encadrer ça, finalement, que ces parties intimes, ça lui appartient et que ça n'appartient pas aux autres. Donc, on les montre pas aux autres, mais c'est un comportement qui est normal. Ensuite, on a le complexe d'Œdipe. Donc, peut-être que vous avez déjà entendu parler du complexe d'Œdipe. Qui vient de Freud. Donc, c'est vraiment les enfants de 3 à 5 ans environ qui ont en fait un comportement de séduction envers le parent du sexe opposé. Donc, les petites filles qui ont un comportement de séduction envers le parent et même un comportement de jalousie envers le même sexe. Donc, en fait, l'enfant va développer son affirmation à ce moment-là parce que il va se dire, ben moi, je veux prendre la place de ma mère. Elle a l'air, tu sais, si le couple est heureux, elle a l'air heureuse, moi je veux prendre sa place. Donc une petite fille pourrait penser comme ça et avoir des comportements pour séduire son père ou faire les mêmes choses que sa mère, par exemple donner un bec sur la bouche à son père parce que sa mère le fait. Donc des petits comportements comme ça qui sont tout à fait normaux. Et il va développer l'intérêt amoureux à cet âge-là, qui va évidemment se développer vraiment plus tard, mais à ce moment-là, c'est les premiers comportements de l'intérêt amoureux. C'est pas tous les enfants qui vont avoir un complexe d'Œdipe, mais c'est une étape qui est importante dans l'identité sexuelle. Donc, évidemment, à 3 ans, l'enfant va commencer à voir la différence entre les sexes. Hein. Mon père a un pénis, ma mère a une vulve, elle a un vagin. Donc, il va voir la différence entre ces sexes-là. Puis, il va s'identifier au sexe qui se rapproche le plus de lui. C'est à ce moment-là qu'il va exercer sa première quête de séduction, finalement. Donc, ça, c'est les comportements qui sont adéquats chez l'enfant, les principaux comportements. Maintenant, comment qu'on fait face à ça? Parce que oui, c'est bien beau là, de savoir ça, que l'autostimulation, c'est correct pour chez un jeune enfant, que c'est adéquat, mais qu'est-ce qu'on fait? Hein? Qu'est-ce qu'on fait? Donc, l'enfant, quand il a un comportement sexuel, c'est par besoin. Hein? Il veut répondre à un besoin, que ce soit le besoin de curiosité, le besoin de se sentir soulagé au niveau de l'anxiété. Il veut répondre à un besoin. Donc, en tant que parent, c'est bien d'aller valider ce besoin-là. Hein? Donc, quand il pose des questions, tu es curieux, tu veux une réponse. Donc, c'est d'aller valider ce besoin-là. Puis, valider le besoin de votre enfant, ça va être valider votre enfant. Donc, il va se sentir en confiance. Il va se sentir en confiance parce que vous allez être à l'écoute de ses besoins. Ça va développer la confiance, l'attachement avec l'enfant de répondre à son besoin, finalement. Donc, je le disais tantôt, l'écoute, c'est très important, mais il y a la communication aussi, la communication des vrais mots. C'est une attitude très favorable à avoir avec son enfant. Je vous donne un exemple. Il y a beaucoup de parents qui n'appellent pas le pénis et qui n'appellent pas la vulve, qui donnent d'autres mots. L'enfant va identifier ces mots-là à ses parties, puis plus tard, il ne saura pas, premièrement, c'est quoi les vrais mots. Mais il y a aussi le fait que si votre enfant vit une situation d'abus, par exemple, puis qu'il veut se confier sur cette situation-là, mais que c'est pas les vrais termes, ça peut être ambivalent, ça peut être l'éducateur ou le professeur à qui que l'enfant se confie peut ne pas comprendre ce que l'enfant est en train de confier nécessairement. Donc, c'est très important de dire les vrais mots aux enfants. Ensuite, l'empathie, c'est très important, l'empathie envers son enfant, donc de normaliser son comportement ou de normaliser sa question, normaliser son besoin. Donc, d'être à l'écoute et d'être empathique envers son enfant, ça va lui permettre de développer un lien de confiance avec vous, avec son parent. Puis, le lien de confiance va permettre plein d'autres choses par la suite, à l'adolescence, à l'âge adulte. On a aussi l'ouverture d'esprit. Donc, de ne pas cacher que la sexualité existe parce que la sexualité chez les enfants existe. Donc, d'être ouvert à ça, d'accepter que son enfant ait une sexualité sans jugement non plus. Donc, faire preuve d'ouverture.
On a aussi à être un modèle positif pour son enfant dans une relation amoureuse. Et là, je dis une relation amoureuse, mais les parents qui sont seuls et qui n'ont pas d'amoureux peuvent être un modèle positif au niveau de l'amour aussi, avec l'affection donnée aux autres. Donc, que l'enfant voit que l'affection existe dans son entourage, ben, ça va l'aider à développer un sentiment amoureux plus tard, de la confiance en lui aussi, mais ça va lui permettre de donner de l'affection à son tour également. Que ce soit nous qui montre à notre enfant un modèle positif dans une relation amoureuse ou qu'on la voit à la télé ou dans la rue, faire remarquer des comportements à son enfant au niveau, exemple, du consentement, au niveau des relations amoureuses saines aussi. Donc, même si vous n'êtes pas en couple et que vous voyez quelqu'un dans la rue se tenir la main, qui ont l'air heureux, on peut demander à l'enfant, est-ce que c'est un bon toucher? Est-ce que c'est un mauvais toucher? Donc, questionner l'enfant là-dessus. Je vais vous montrer des livres tantôt qui sont vraiment intéressants, mais qui aident beaucoup aussi là, à montrer des modèles positifs dans les relations amoureuses. On a à être cohérent avec le stade de développement de l'enfant. Donc, c'est super important parce que l'enfant, dans chaque stade, dans chaque phase de sa vie, va avoir un développement sexuel. Évidemment, on le sait, enfant. Il va avoir, 0-5 ans, mais on a aussi 6-9 ans à peu près et 9-12 ans, puis après ça, l'adolescence. Donc, toute sa vie, il va avoir des comportements sexuels. Donc, il faut être cohérent avec son stade de développement. Donc, notre discours, quand il nous pose des questions, il faut que ça soit répondu à la question d'une façon précise, d'une façon claire, mais de ne pas aller trop loin. Parce que le parent a souvent tendance à donner beaucoup d'informations pour plus avoir de questions. Sauf que l'enfant va être un peu perdu parce que c'est pas nécessairement ça qu'il a demandé. Donc, de répondre vraiment au niveau du stade de développement de son enfant et de ne pas aller trop loin, ça va permettre de combler son besoin de curiosité puis d'être informé, puis il va être vraiment content, l'enfant. Donc, on n'est pas obligé d'aller trop loin avec les informations. Ensuite, il y a des attitudes, que je vous dirais, en fait, des comportements, des attitudes que le parent peut avoir un petit peu plus d'acceptation, puis au niveau de soi-même aussi, de l'introspection. Donc, il y a l'introspection. Parce qu'évidemment, quand on fait face à des comportements psychosexuels chez les enfants, nécessairement, on repense à l'éducation sexuelle qu'on a eue, à comment qu'on l'a perçue. On repense aussi à toutes les expériences sexuelles qu'on a vues, qui soient satisfaisantes ou pas, qui soient traumatiques ou pas. Donc, ça peut venir, l'éducation sexuelle, ça peut venir jouer beaucoup dans notre passé. Donc, c'est important de faire de l'introspection, de se demander à quel point moi je suis à l'aise de parler de ça à mes enfants. Et aussi, si je le suis pas, comment je peux faire pour donner l'information à mon enfant. Donc, c'est beaucoup l'introspection qui est important à ce moment-là. Être conscient des stéréotypes, qu'on a aussi des préjugés, donc être conscient de tout ça va permettre de transmettre ce qu'on veut transmettre à notre enfant aussi. Évidemment, accepter de commettre des erreurs. C'est une attitude, je pense, qui est la plus importante parce qu'en tant que parent, on va commettre des erreurs. C'est sûr, dans tout le processus de développement de notre enfant. Mais l'important, c'est de les accepter, ces erreurs-là, de faire de l'introspection après sur ça, mais c'est surtout de les accepter. Parce que, surtout en éducation sexuelle, c'est sûr que le parent va commettre des erreurs. Peut-être qu'il va réagir trop fort, peut-être qu'il ne donnera pas la bonne information, peut-être qu'il va en dire trop. C'est normal. Donc, c'est de l'accepter et de faire un retour avec l'enfant après, de dire « Maman est allée trop loin tantôt » ou d'être ouvert à son enfant. Par exemple, que vous n'êtes pas à l'aise d'aborder un certain sujet, vous pouvez le dire à votre enfant je vais y penser, je te reviens avec ta question bientôt. Et là, évidemment, c'est de revenir avec la question pour pas que l'enfant se sente abandonné, qu'il ressente une confiance, un soutien, mais vous avez le droit de ne pas savoir et vous avez le droit d'aller vous informer. Donc, c'est de vous donner le droit de commettre des erreurs et de ne pas savoir non plus la réponse. C'est bien normal. Ensuite, il y a saisir les opportunités pour parler sexualité. Donc, comme je disais tantôt, des gens qui marchent dans la rue, main dans la main, ben on peut prendre cette situation-là pour parler de relations amoureuses, par exemple. Des gens à la télé qui sont en train de s'embrasser, qui se collent. On peut en profiter
pour parler des relations amoureuses. Il y a même certaines scènes à la télé où il y a de la sexualité entre deux personnes. On peut prendre cette opportunité-là pour parler de sexualité à nos enfants. Donc, de saisir ces opportunités-là, ben, ça permet de parler de sexualité aux enfants et de casser le tabou. Évidemment, parler de sexualité à son enfant peut être fait à travers le quotidien, comme je viens de l'expliquer. Peut être fait aussi quand on fait un bricolage avec l'enfant. Je vous suggère de parler à votre enfant de sexualité de manière à ce que vous soyez à l'aise et pas que ça soit formel. On n'assoit pas notre enfant à la table et on lui parle de sexualité. Ça peut peut-être faire peur. Ça peut peut-être rendre l'enfant mal à l'aise. Mais lorsqu'on parle de sexualité à travers le quotidien, à travers les opportunités, ça permet à l'enfant d'être plus à l'aise et de créer encore plus un lien de confiance. Et là, le lien de confiance, j'en reparle parce que je le trouve très important. Quand on répond à un besoin, quand on répond à un besoin de notre enfant, le lien de confiance, il va s'agrandir de plus en plus. Et là, ce lien-là, il est important à créer jeune dans le développement de l'enfant parce que, comme je disais tantôt, les comportements sexuels vont être là tout le temps. Donc, de permettre à l'enfant que vous soyez sa première source d'éducation à la sexualité va lui permettre premièrement d'avoir les bonnes informations, d'être bien informé. Ça va lui permettre aussi d'avoir confiance en vous pour vous parler de sa sexualité, de vous parler s'il vit des choses difficiles, s'il vit des abus. Donc, cette confiance-là est importante. Elle est importante dans tous les stades de développement, mais elle est importante à réaliser tôt. Et j'ai eu une question aussi concernant ça. Qu'est-ce qui fait si on n'a jamais fait d'éducation à la sexualité et que notre enfant est rendu à 12 ans? Il n'est jamais trop tard pour parler de sexualité avec son enfant. Jamais trop tard. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est qu'il faut, oui, s'informer, mais il faut surtout s'outiller en tant que parent pour être à l'aise de parler de sexualité avec ses enfants. Je vous montre des livres, OK? Des livres coup de cœur. Je finis avec ça. Qui peuvent vous permettre en fait de développer des compétences en tant que parent pour aborder la sexualité, mais qui peuvent aussi être un outil d'intermédiaire en fait entre vous et votre enfant. Donc, lire des histoires à son enfant, c'est pas nécessairement nous qui le dit, c'est à travers une histoire. Il y a plein de belles histoires qui parlent de sexualité. Je vous présente. Premièrement, je vais vous présenter mon auteur préféré. J'ai un petit billet, là, mais c'est Jocelyne Robert. C'est une sexologue que j'adore. Elle écrit vraiment bien. Puis elle a fait quelques livres. Je vous en présente quelques-uns, 5. Premièrement, pour vous, les parents, je vous suggère parlez-leur d'amour et de sexualité. Donc, l'éducation sexuelle, ça presse. C'est un bijou comme livre. Vous allez avoir en fait des attitudes favorables. Donc, comment on fait face à ça, à l'éducation sexuelle, comment qu'on agit. Vous allez avoir aussi le développement psychosexuel des enfants jusqu'à 17 ans. Donc, c'est vraiment complet comme livre. Vous allez parler d'ITSS, qui est un petit peu plus négatif, mais sans oublier l'aspect super important qui est le plaisir. Et ça, j'en ai pas beaucoup parlé au début, mais le plaisir, il faut le mettre de l'avant dans la sexualité. Il faut pas y aller juste négativement. Il faut y aller positivement, puis il faut montrer aux enfants que le plaisir, c'est primordial dans la sexualité. Donc, dans ce livre-là, vous allez avoir réponse à pas mal de vos questions. Ensuite, pour un petit peu plus vieux, je vous dirais, 6-9 ans, on a ici « Te laisse pas faire », donc qui parle vraiment d'agression sexuelle. C'est fait comme ça, donc avec votre enfant, vous pouvez le lire, ça se lit très très bien. Donc c'est pour prévenir les agressions sexuelles. Ensuite, on a les livres sur le développement psychosexuel. J'ai ici de 0 à 9 ans. Donc, dépendamment de l'âge de votre enfant, vous allez choisir le livre qui vous convient. Donc, on a ici de 0 à 6 ans. Donc, ce livre-là, ça parle pas mal des comportements que je vous ai parlé dans la vidéo. Donc, on les voit tous. On voit aussi les bons touchés, les mauvais touchés. Donc, ça parle de consentement, ça parle de plaisir aussi, ce qui est super important. Et ensuite, de la même auteure, encore Jocelyne Robert, vous avez Ma sexualité 9-11 ans. 6-9 ans avant, 6-9 ans et 9-11 ans. Donc, c'est des livres, c'est pour lire à votre enfant et ça parle vraiment du développement psychosexuel selon son stade de développement. C'est super intéressant.
Ensuite, pour les enfants de 0-6 ans, on a de quoi sont faits les bébés. Donc souvent, notre enfant va nous demander comment je suis arrivée ici, comment je suis arrivée au monde, comment toi et papa vous avez fait pour me faire, par exemple. Ce livre-là est un bijou pour répondre à cette question-là à vos enfants. En utilisant toujours les vrais termes. Votre enfant, premièrement, va apprendre les vrais termes, un spermatozoïde, une ovule, puis il va apprendre ça à travers ce livre-là, qui est non-genré en plus. C'est vraiment un bijou. Donc, vous allez voir, ça l'explique comment on fait les bébés, sans aborder la pénétration dans celle-là ou quoi que ce soit. Donc, c'est vraiment bien fait. Ici, on a un petit livre qui est le petit livre pour apprendre à dire non, donc très intéressant pour l'affirmation de soi, les limites, le consentement aussi. Là, j'y vais vite. Ici, on a un petit illustré du pénis, donc vraiment comme comment c'est fait le pénis, les testicules et tout ça. Comment c'est fait, en fait, la génitalité du petit garçon, là. C'est super bien fait. On l'a aussi pour la vulve et le vagin. Donc, c'est des livres qui sont super intéressants. Au niveau de l'homosexualité aussi, ça peut être intéressant de faire voir la différence aussi, la différence d'orientation sexuelle à votre enfant. On a ce livre-là qui est super intéressant, Le fermier amoureux. Et là, je vous montre ces livres-là. J'ai oublié de vous le dire, mais les livres que je vous montre, on les a ici, à la Maison de la Famille. Si vous voulez les lire, vous pouvez venir, on va vous les prêter. Donc, on a un nouveau système de bibliothèque communautaire. On a plein de livres super intéressants qu'on peut vous prêter, donc gênez-vous pas. On a La bulle de Miro. Ce livre-là, c'est mon coup de cœur, je vous dirais, pour le consentement, pour les limites, l'affirmation de soi, pour prévenir les agressions sexuelles. Il est magique. Ça prend 5 minutes à lire à son enfant. C'est vraiment, vraiment bien fait. Sinon, on a aussi des livres sur la différence corporelle, la différence aussi corporelle, mais qu'est-ce qu'on aime aussi, donc les hobbies, tout ça. Donc, Les Jolies filles, c'est un livre vraiment intéressant là, qui montre plein de différences de corps, de cheveux, de couleur de peau. Donc, c'est un bijou. Donc, voilà, ça fait le tour de ma capsule. Si vous avez des questions, gênez-vous pas. Vous savez où me rejoindre, à la Maison de la Famille. Sinon, je vous laisse mon courriel dans la publication. Gênez-vous pas si vous avez des questions. Et soyez à l'affût. La semaine prochaine, je vais faire une dernière capsule sexologique, donc avec des questions sexologiques. N'oubliez pas, vous pouvez toujours me faire parvenir vos questions aussi par courriel. Comme ça, je peux y répondre par vidéo comme ça. Donc, gênez-vous pas. Je vous souhaite une belle journée et on se voit bientôt. Bye bye!